On serait maintenant rendu à notre troisième présentation de la soirée qui va être donnée par Alex Abaya, qui est au doctorat en microbiologie dans le laboratoire de Catherine Girard. Il va nous expliquer comment les microbes font pour survivre dans un Arctique en surchauffe. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Écoutez, merci à vous d'être là ce soir. Ça fait un peu bizarre pour moi de vous parler parce que c'est la première fois que je fais une présentation vulgarisée. Et je suis un peu dérouté parce qu'il y a une partie de ma présentation qui a déjà été dite par Christina. Fait que... Bon, j'espère quand même que vous allez apprendre des choses, mais c'est ça, c'est surtout le début où je vais un peu pas tant dire de choses en fait. Fait que, comme le disait Marie-Hélène, moi je suis au doctorat depuis bientôt 2 ans, et moi je m'intéresse aux microbes qui vivent en Arctique. Puis moi je suis parti en Arctique. Allô? Ah. Pas de problème, c'est beau? Yes. Ouais, c'est ça, j'étais parti en Arctique en juin, mais j'ai pas vu d'ours polaire. Moi, c'est pour m'intéresser à ces bébêtes-là qui sont souvent ignorées quand on parle du réchauffement climatique en Arctique. Et effectivement, mes premières slides, c'était juste pour vous faire un mème sur les bactéries, les virus, c'est pas bien, mais bon, Christina l'a très bien dit, gardez l'esprit ouvert. Mais je rajouterais juste quelque chose, c'est que finalement, il y a quand même des microbes qui sont bien, et comment dirais-je ? Si on arrive à sortir de la merde de notre cul, c'est grâce à ces bébêtes-là qui sont dans notre intestin. Donc, si vous voulez garder l'esprit ouvert, il y en a quand même qui sont gentils, comme le disait Christina, donc on est content. Mais pour répondre à une question de Pauline après la présentation de Christina, il y avait la question c'était combien tu estimes, quel est le nombre total de cellules microbiennes sur Terre ? Et il y aurait une estimation, ce nombre serait autour de 1 nonillion, donc 10 puissance 30. Je ne vais pas vous trop blablater longtemps dessus, mais c'est plus pour vous dire que c'est un nombre vraiment inimaginable, qui est vraiment supérieur au nombre de galaxies, d'étoiles d'étoiles dans l'univers, mais peu importe, whatever. Fait que moi, avec mon background de microbiologiste, moi j'aime bien prendre ma loupe imaginaire et regarder et me demander qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, tout simplement. Fait que, en fait, en fonction de l'environnement, en fonction des espèces que vous étudiez, les microbes vont avoir des moyens de communication, un peu comme nous, vous savez, en fonction de là où vous habitez, en fonction de là où vous naissez, vous n'avez pas forcément la même culture, la même façon de parler, les mêmes langues, enfin, peu importe. Mais c'est juste pour vous dire que vous ne devez pas prendre un microbe individuellement, vous devez toujours tous les voir comme une communauté où ils interagissent les uns avec les autres. Et c'est surtout que dans le fond, cette communauté-là, elle est très importante pour mettre en place des stratégies collectives d'adaptation dans tout type d'environnement. Et c'est très important que vous que vous vous rendiez compte de ça, parce que les microbes peuvent survivre dans tout type d'environnement, que ce soit dans des sites nucléaires, radioactifs ou des déserts hyper chauds. Vraiment, ils ont des potentiels d'adaptation incroyables, notamment en Arctique. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'Arctique ? Alors vous avez sûrement dû vous douter avec mon accent, mais moi je suis un maudit français de région parisienne. Puis pour vous dire à quel point les Français craignent le froid, hier soir j'étais au téléphone avec un très bon ami à moi, il s'appelle Kylian, donc il vit dans le sud-ouest. Puis il me demande, hey, comment c'est la température là, actuellement à Québec ? Puis là, moi, je lui réponds, c'est un peu comme un hiver parisien. Là, c'est 1 degré, 0, moins 1 degré. Puis là, il me dit, mais quoi ? Comment ça, un hiver parisien ? Attends, moi, quand je monte à Paris, il fait moins 1 degré, mais je me caille ma race. Et moi, je lui dis calmement, tu sais, en janvier, peut faire entre moins 20 et moins 30 degrés ici. Puis là, il est resté bouche bée pendant 2 minutes. Et c'est là où il me dit, hey, franchement, respect à vous qui partez au Canada, parce que pour moi, vous êtes des masochistes. Donc, qu'est-ce qu'un masochiste comme moi, fait en Arctique ? Alors, moi, quand j'étais petit, dans le fond, il y avait un film d'animation que j'adorais. C'est un film de 95, donc 4 ans avant que je naisse, qui s'appelle Balto. Donc, c'est l'histoire d'un chien qui a ramené des vaccins dans un village vraiment éloigné, à Pointeur, voilà, à Nome, donc en Alaska. Et dans le fond, c'est ça qui m'a... Comment dirais-je ? Tu l'as jamais vu ? Bon, en tout cas, je te le conseille de le voir. Mais moi, je le regardais en VHS, donc déjà, je me sens déjà vieux. Mais en tout cas, c'est ça. Ça m'a toujours donné envie de m'intéresser au froid, en fait. Comment les organismes peuvent survivre dans le froid.
Puis, dans le fond, nous, avec le contexte politique explosif actuel aux États-Unis, on va éviter d'y aller. Surtout que, bon, si vous... Bref, en fonction de votre nationalité, je vous déconseille d'y aller. Donc nous, on va plutôt s'en aller plus au nord canadien, à la communauté de Resolute Bay, qui est dans le cercle arctique. Fait que c'est un hameau inuit qui connaît 3 mois de jours polaires, donc jour non-stop, et nuit polaire, donc tout le temps de la nuit. Les températures sont vraiment assez extrêmes, donc moins 32 degrés en moyenne en janvier et 5 degrés en août en moyenne. Et donc là-bas, ce sont des Inuits qui y habitent. Et moi, je m'intéresse aux micro-organismes qui vivent dans les lacs. Pourquoi les lacs? Parce que ce sont des sources en eau potable et en nourriture pour les Inuits. Donc, en nourriture, ils pêchent notamment l'omble chevalier, Arctic char en anglais. C'est un des poissons qui font partie de leur alimentation. Puis, dans le fond, pourquoi c'est important de s'intéresser aux microbes? C'est parce qu'ils peuvent être à la base de ce qu'on appelle ces chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent constituer de petits prédateurs, comment dirais-je? Ce sont des proies pour des petits prédateurs qu'on appelle du zooplancton, qui, eux, sont consommés par des poissons, qui, eux, sont consommés par des Inuits. Et aussi certains micro-organismes, puis Christina en parlait des Jean-Luc, si je ne me trompe pas du prénom, mais ceux qui vont faire de la photosynthèse, eux, ils vont produire du coup de la matière organique à l'issue de cette photosynthèse qui va nourrir tous les organismes, la plupart des organismes de ces lacs-là. Et effectivement, les microbes sont les organismes les plus abondants dans les lacs. Donc nous, dans mon labo, on s'intéresse à 2 types d'échantillons, parce que dans le fond, les microbes, ils peuvent peupler à la fois la glace qui recouvre les lacs et à la fois l'eau. Alors, au niveau de la glace, il faut que je vous parle d'une notion un peu compliquée qui, moi, m'a un peu perturbé au début de mon doctorat. C'est au niveau des saisons. En fait, pour nous, on a toujours appris à l'école que l'hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars. En fait, en fonction des cultures et même en fonction à qui tu t'adresses, les saisons ne vont pas être les mêmes. Et pour un limnologiste, c'est-à-dire pour un scientifique qui s'intéresse à l'écologie des lacs, pour lui, l'hiver, ça va être présence de lac sur le glace. Présence de la glace sur le lac. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que l'hiver peut durer 10 mois en Arctique et seulement 2-3 mois à l'été. Pourquoi il y a cette distinction-là qui se fait? C'est parce que l'écologie des lacs ne va pas du tout être la même entre l'hiver et l'été. Dans le fond, la présence de glace sur un lac va faire qu'il va y avoir une certaine stratification de la colonne d'eau, de l'eau, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez être en surface, plus il va faire froid, et plus vous allez descendre en profondeur, plus il va faire chaud. C'est assez contre-intuitif, parce que d'habitude, on va plutôt penser que c'est l'inverse, notamment en été. Mais comme il ne fait pas non plus hyper chaud encore en Arctique, je vous dirais que la température est plutôt homogène. Donc en fait, que les paramètres physico-chimiques comme l'oxygène ou quoi d'autre, la conductivité, vont plutôt être homogènes tout le long de la colonne d'eau. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'avec la présence de glace, déjà, le vent ne va pas avoir d'effet à l'hiver, alors qu'en été, il va y avoir la formation de vagues qui va mélanger toute l'eau à chaque profondeur, en fait. Et donc, pour vous parler de comment les microbes y vivent dans les différents compartiments, donc je prends ma petite loupe. Et pour ce qui est des microbes qui vivent dans la glace, en fait, je vous dirais qu'ils vivent plutôt au ralenti. C'est-à-dire que la glace de lac, c'est un milieu assez pauvre, entre guillemets. Et en fait, les microbes vivent... alors, ils ont des activités pour la production d'énergie, etc. Mais c'est assez au ralenti, on va dire, par rapport à d'autres milieux comme l'eau. Enfin, je vous en parlerai après. Mais c'est ça, en fait. Et si vous voulez, dans la glace, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait obligatoirement de l'eau. Et en fait, dans la glace, les microbes vont plutôt se multiplier dans des petits canaux d'eau, en fait, qui n'auront pas été congelés, mais qui sont piégés dans la glace. Et donc, ils mettent en place différentes stratégies pour se protéger du froid, comme par exemple, si vous voulez, là, pour les écharpes, on peut imaginer de l'acide gras. En fait, ils se servent de l'acide gras pour se protéger des températures froides. Alors que dans l'eau, alors ici, je vous ai présenté une image de microscopie électronique
c'est juste pour vous dire qu'il y a une diversité d'activités qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments qui sont à leur disposition. Donc plus d'activités, d'une diversité de micro-organismes. Alors, avec le changement des saisons, on s'attend à ce qu'il y ait un été beaucoup plus long et un hiver beaucoup plus froid. Ça fait que le couvert de glace va être moins épais, une formation plus tardive de ce couvert de glace et un dégel plus rapide. Ça veut dire que les lacs vont être beaucoup plus exposés aux apports externes, en fait, qui viennent des littorales, de l'air aussi. Et donc ça va avoir des impacts sur la quantité de nourriture, de nutriments qui va être à leur disposition. Et en fait, ça va induire une pression de sélection par rapport aux organismes. Et en fait, ça va les mettre en compétition parce que ceux qui vont en consommer le plus vont être les plus avantagés. Et cet élément va être encore plus accentué avec les apports des activités humaines. Donc en fait, les lacs vont être de plus en plus exposés aux polluants et ça fait que les micro-organismes qui vont être avantagés vont ceux qui vont avoir développé de la résistance à ces polluants, mais aussi qui vont tout simplement profiter quelque part des nutriments que ces polluants apportent. Et donc les risques liés à cela, c'est que vous pouvez avoir une introduction de microbes qui puissent être pathogènes dans ces polluants qui vont pouvoir se multiplier en abondance dans ces lacs-là. Et ça va causer une insécurité alimentaire ou une insécurité au niveau de l'accessibilité en eau potable pour les Inuits. Dans le fond, ça, c'est une image de poissons morts qui peut causer par la production de toxines par des bactéries ou d'autres micro-organismes. Et donc, dans ce contexte-là, mon projet s'intéresse à savoir quelles peuvent être les sources des nutriments qui se déversent dans les lacs en été, donc en absence de couvert de glace, et comment les microbes répondent face au déversement des polluants. Fait que je voudrais vous conclure cette présentation en vous disant ceci. Il existe une diversité de micro-organismes encore largement insoupçonnés. Et bien qu'invisibles à l'œil nu, ce sont des organismes sentinelles d'écosystèmes, donc c'est-à-dire qui sont des marqueurs de la santé d'un écosystème. Et les étudier, c'est donc crucial pour relever les défis du XXIe siècle liés aux changements qui s'en viennent. Merci pour votre attention. Super, merci beaucoup Alex pour ta super présentation, puis j'ai vraiment aimé ton utilisation efficace de mimes, sérieusement. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Alex? Oui, il y avait toi qui avais levé la main en premier. Non? Ah bah, bon, Pauline, oui. Pourquoi est-ce que la cellule, elle gèle pas? Alors, ça dépend parce qu'elle peut mettre en place certains processus. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de sport avec j'ai oublié le prénom, Léa. Donc, les spores, ça peut aussi être... on peut appeler des spores, c'est-à-dire des parois résistantes. Donc, c'est-à-dire la paroi de cellules qui peuvent être résistantes. En fait, quand la bactérie... Quand la bactérie, ça dépend des espèces, mais quand la bactérie subit un stress, elle peut mettre en place des parois qui vont lui permettre de se protéger du milieu extérieur. Puis dans cette paroi, tu peux avoir des composés qui vont servir de résistance thermique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, pour qu'elle se mette un manteau en fait, pour se protéger, pour éviter qu'elle se gèle en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Les cytoplasmes, ils gèlent jamais. Ça... Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Super, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Alex? On a le temps pour une dernière. Je vous écoute. Oh. Avec l'introduction dans une nouvelle activité, par le fait que le lac gèle moins, est-ce que tu vois un lien avec, par exemple, un effet direct sur les poissons? Peux-tu répéter la question? Si je comprends bien ta question, c'est si les lacs gèlent moins, on verrait un avantage pour les poissons, c'est ça? Non, malheureusement, non, j'étudie pas ça, mais je pense que oui, parce que de toute façon, avec l'accélération du dégel, ça va modifier la colonne d'eau et donc tout ce que les poissons vont consommer. Et ça va avoir un impact inévitablement sur leur microbiote. Merci.
Pour la dernière question, est-ce que c'est une question rapide? Oui, c'est un peu complémentaire à ce que tu viens de répondre. Justement, avec le réchauffement climatique, la fonte progressive du pergélisol dans l'Arctique, comment ça vient influencer eh bien, cette population microbienne en général? Alors, pour le pergélisol, c'est le sol qui est en permanence gelé. Alors, ça va dépendre, je dirais, En fait, parce que que ce soit avec la fonte des glaciers ou du pergélisol, tu vas avoir un apport donc, de la glace qui va fondre et donc de l'eau qui va se déverser, soit dans la mer, soit dans les lacs. Et ça, dans le fond, ça va être un apport de micro-organismes, d'une part, mais aussi de matière organique qui va se déverser dans le lac. Et ça, dans le fond, ça va changer la composition de tes lacs, en fait. Ça veut dire que ces micro-organismes qui sont issus du pergélisol, ils peuvent se retrouver dans le lac là. Alors après, tu as toute cette question de savoir est-ce qu'ils vont arriver à survivre ou à s'adapter dans ce nouvel environnement. Ça, c'est ce qu'on essaye d'étudier dans notre laboratoire. Mais on n'a pas de réponse claire et nette à cette question, Oui, c'est bon, malheureusement. Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois.